Et bienvenue à vous tous dans la suite de ce Paris Direct. La tournée du président français Emmanuel Macron dans 3 pays du Golfe, les Émirats arabes unis, le Qatar et l'Arabie saoudite. Outre un agenda diplomatique, le déplacement est aussi l'occasion d'annoncer la signature de plusieurs contrats industriels, dont celui de 80 avions de combat Rafale. Nous irons à Dubaï dès le début de ce journal. En France, 1900 malades en réanimation, 9 cas du variant Omicron détectés. On compte près de 48 000 nouvelles infections en 24 heures. La situation est préoccupante selon le Premier ministre Jean Castex. Un nouveau conseil de défense sanitaire se tiendra lundi. Le pape François poursuit sa visite à Chypre avant de se rendre en Grèce. Il a renouvelé ses appels à la fraternité et au dialogue sur cette île divisée en deux. Un déplacement où il est question de rapprochement entre catholiques et orthodoxes, mais aussi de géopolitique dans cette zone de la Méditerranée en proie aux tensions avec la Turquie. Nous irons à Chypre dans cette édition. Le chef de l'État Emmanuel Macron est arrivé ce matin à Dubaï pour une courte visite. Plusieurs contrats de vente sont signés, au moins 80 avions de combat Rafale à Abu Dhabi. Il doit rencontrer demain samedi notamment le dirigeant saoudien MBS, Mohammed Ben Salman, une rencontre qui peut être à haut risque pour l'image diplomatique de la France dans la région et plus largement. On retrouve notre envoyé spécial Wassim Alamar à Dubaï. Les contrats sont signés. Quelle est leur importance ? C'est très important. Enfin, le président français a ouvert le cadeau de Noël, ce qu'un responsable émirien a dit il y a quelques jours qu'il ne voulait pas dévoiler le cadeau. Le président a dévoilé le cadeau. Il s'agit notamment de 17 milliards pour la vente de 80 Rafales et 12 hélicoptères. Mais ici, également, il y a d'autres contrats qui ont été signés avec le Fonds souverain d'Abu Dhabi à 4 milliards, d'autres contrats dans l'hydrogène à 4,4 milliards. En plus des contrats des accords commerciaux, il y a aussi un accord qui a été signé pour le Louvre d'Abu Dhabi à 165 millions. Donc il s'agit des gros contrats qui ont une importance stratégique et économique. Parmi les problèmes politiques clés, il y a aussi la crise économique au Liban, les futures élections en Libye, le nucléaire iranien et la guerre au Yémen. Quels sont les points essentiels que souhaite aborder le président français Emmanuel Macron ? Ces points ont été évoqués ce matin avec le prince héritier d'Abu Dhabi. Ils le seront également avec les autorités de Qatar, mais notamment avec le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed Ben Salman, demain. La crise au Liban est au cœur des discussions avec les Saoudiens, et notamment après la démission du ministre de l'information libanais qui a mis sa démission aux mains du président Macron pour faciliter l'entretien avec les autorités saoudiennes, et la France espère avoir de l'Arabie saoudite un réengagement dans la crise libanaise et notamment de l'aide humanitaire au Liban, ce qui a été discuté également avec le prince héritier d'Abu Dhabi. Et sur la Libye, il s'agit notamment de respecter la date des élections du 24 décembre. Merci beaucoup Wassim Alamar, merci à vous en direct d'Abu Dhabi. En France, 9 cas du variant Omicron confirmés dans 5 régions différentes. Ils sont tous isolés. L'urgence, c'est la 5e vague et le variant Delta, mais aussi de freiner le variant Omicron, selon le ministre de la Santé, Olivier Véran. Les vaccinations de rappel, la 3e dose, peuvent réduire cette 5e vague due au variant Delta, selon l'Institut Pasteur. Les précisions de Jules Boiteau. 9 cas du variant Omicron sont à présent confirmés en France. Il s'agit à chaque fois d'individus ayant récemment voyagé en Afrique. Le tout premier diagnostiqué rentrait du Nigeria, un homme d'une 50aine d'années. Au moment du test, il ne présentait pas de symptômes et n'était pas vacciné. Le 25 novembre, il est testé positif au Covid-19. C'est dans ce laboratoire spécialisé de Paris que son échantillon a été analysé. C'est là que les échantillons sont mis en contact avec le réactif qui va permettre de détecter si certaines mutations sont présentes. Le criblage cible uniquement certaines parties du virus. Pour identifier avec certitude le variant, il faut utiliser cette machine pour connaître l'intégralité du génome du virus. Cela s'appelle le séquençage. Le séquençage, c'est donc la lecture, comme dans un livre, du génome du virus
où chaque chapitre du livre correspond à un gène du virus. Et dans chaque chapitre, on va regarder chaque mot et on va voir si des mots ont changé. Pour les scientifiques, d'autres cas seront confirmés dans les prochains jours. La parade désormais, prendre ce variant de vitesse. Certaines personnes attendent d'être malades, attendent même plusieurs jours après pour se faire tester. Donc on perd énormément de temps et durant cette période, eh bien, les gens contaminent leur environnement. Face à ce risque, le ministre de la Santé Olivier Véran souligne ce matin l'importance de la dose de rappel. La troisième dose ampute très fortement. En fait, on n'a jamais un niveau de protection aussi élevé que dans les jours qui suivent la troisième injection. Nous avons encore notre destin entre nos mains, c'est-à-dire qu'il ne tient qu'à nous. Vraiment, je ne dis pas ça pour incriminer qui que ce soit, mais juste pour dire, on a parfaitement compris les uns les autres comment fonctionnait ce virus. Comment est-ce qu'il se transmet, à quel moment il faut faire plus attention. On est clairement dans le moment où il faut faire très attention. L'OMS juge élevée la probabilité qu'Omicron se répande sur toute la planète, mais jusqu'à présent, aucun décès associé au variant n'a été signalé. L'Afrique du Sud accélère sa campagne de vaccination contre le Covid. 10 jours après la découverte du nouveau variant Omicron, le pays connaît une hausse importante des contaminations quotidiennes. Cette campagne de vaccination ne pourra pas empêcher la propagation actuelle du variant, selon les scientifiques. Explication, Julien Cheida. C'est une course contre la montre qui se joue en Afrique du Sud. 11 000 nouvelles contaminations en Covid-19 ont été enregistrées jeudi, contre 2 000 une semaine auparavant. La faute, selon les médecins, au nouveau variant Omicron, jugé plus contagieux que ses prédécesseurs. Près des 3/4 des cas se concentrent dans la province très peuplée du Gauteng, où se trouvent les 2 plus grandes villes du pays. We are worried about the rapid rise in these numbers, and we want to deal with it. So we are repurposing the beds. We are preparing the health system. We're going back to the things we have done. C'est à Johannesburg qu'a été détecté pour la première fois le nouveau variant. Il est désormais présent dans 7 des 9 régions du pays. Vacciner en masse est donc la priorité absolue. Jusqu'à présent, sur les 60 millions d'habitants que compte le pays, environ un quart seulement sont totalement vaccinés. Which is very encouraging. I think that was due to the anxiety over the new variant. But I think the public have listened to the president. À cause de l'apparition du variant Omicron, la région de l'Afrique australe est en partie coupée du monde, suite aux fermetures des frontières ordonnées par plusieurs pays occidentaux. Une mesure jugée totalement inefficace par les scientifiques. Direction Chypre, la tournée du pape François à Chypre et en Grèce. Le pape a lancé un appel à l'unité sur cette île divisée depuis 1974 entre le nord occupé par la Turquie et le sud par la Grèce. Il a célébré une grande messe dans le stade de Nicosie ce matin. Dimanche, le souverain pontife se rendra sur l'île grecque de Lesbos. Le sort des migrants reste l'une de ses principales préoccupations. On retrouve tout de suite l'une de notre envoyée spéciale, Alexia Kefalas. Quels sont les temps forts de ce voyage sur le plan religieux et sur la question migratoire ? Alors, il y a plusieurs temps forts, mais tout le voyage apostolique est basé sur le dialogue et la guérison par le dialogue, guérir des plaies comme cette division de Chypre depuis 1974 avec l'occupation du quart nord par l'armée turque. Le pape a clairement appelé justement au dialogue en vue d'une réunification, alors que les pourparlers de réunification sont au point mort depuis des mois, avec une position assez sévère d'ailleurs de la part de la partie turque et de la Turquie qui vont ensemble sur ce dossier. Et donc le pape a véritablement, dans un message très politique, appelé au dialogue. Moins politique et plutôt spirituel, il a appelé aussi au dialogue pour un rapprochement entre les branches est et ouest de la religion chrétienne. Concrètement, les Chypriotes grecs sont massivement orthodoxes, comme les Grecs d'ailleurs en Grèce, c'est la religion dominante. Et comme au sein du christianisme, alors que depuis le schisme de 1054, ces deux religions sont séparées, le pape voudrait les réunifier, les rapprocher quelque part, donc les catholiques et les orthodoxes. Ça, c'est un deuxième point. Enfin, il y a un dialogue humain, clairement humain, notamment avec le dossier migratoire. Il faut savoir que Chypre a par habitant le plus de réfugiés sur son territoire, parce que c'est un petit pays de l'Union européenne, mais qui est le plus à l'est, et donc une porte d'entrée d'exilés. Et c'est ça le véritable enjeu, puisque les exilés entrent par cette fameuse ligne verte, la ligne qui a été tracée et qui sépare donc le quart nord occupé par l'armée turque. Tous ces réfugiés sont un peu laissés pour compte, et le gouvernement chypriote a maintes fois appelé l'Union européenne à désengorger le problème de ces demandeurs d'asile, puisque la procédure prend du temps.
eh bien, là aussi, le pape François a appelé non seulement au dialogue, a appelé à plus d'humanité de ce côté-là. Sur la question migratoire, justement, le pape François est dans son rôle en rappelant les principes humanitaires et spirituels, mais apporte-t-il une réponse politique ? Le dossier en soi est quelque part politique, puisqu'on parle du sort de vie de personnes, des personnes, comme l'a dit le pape dans sa bénédiction hier, dès son arrivée auprès des Maronites, que ce sont des êtres humains, qui ne veut pas que la mer Méditerranée soit un cimetière. Il a clairement utilisé ces mots. Donc forcément, il y a une dimension politique parce qu'on parle de vie humaine, mais le pape n'est pas là pour faire de la politique. Il veut utiliser la symbolique. Quant à Lesbos en 2016, il est reparti avec 12 Syriens qui maintenant sont installés en Italie, ont appris l'italien, qui ont financé, le Vatican a financé des études et maintenant ce sont des personnes qui travaillent. Il veut pas résoudre le problème migratoire, donc ce n'est pas politique. Ce qu'il veut, c'est apporter une symbolique, puisque c'est une personnalité sans doute bien la plus connue du monde. Ce qu'il veut, c'est attirer la lumière sur un dossier qui n'est toujours pas résolu. Chacun peut avoir son opinion, mais lui, tout ce qu'il veut expliquer, le pape, c'est tout simplement que ce sont des êtres humains. Et des êtres humains, des familles qui ont tout laissé. Et on ne quitte pas un pays de gaieté de cœur, voilà ce qu'il veut dire. Et qui ont tout laissé pour se retrouver, pour venir en Europe trouver la paix quelque part, et que maintenant, en fait, ils vivent un véritable cauchemar. Et donc, lui, ce qu'il veut montrer, c'est que ce ne sont pas que derrière le terme de migrants ou d'exilés, c'est avant tout des citoyens, avant tout des humains. Et je pense que c'est véritablement cette dimension spirituelle qui est bien au-delà de la politique. C'est juste une dimension humaniste, et c'est pour ça qu'il parle de guérison et de dialogue. Merci beaucoup Alexia Kefalas pour votre décryptage. Merci à vous. Une réunion pour désamorcer les tensions entre la Russie et l'Ukraine. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a rencontré à Stockholm son homologue russe, Sergueï Lavrov. Malgré les menaces et les avertissements, ils ont prôné ensemble une sortie de crise diplomatique. Sur le terrain, les troupes russes se massent à la frontière ukrainienne. Antony Blinken demande leur redéploiement. Théa Bazdarevich. Pour le moment, ils se serrent toujours la main. Antony Blinken et Sergueï Lavrov esquissent même un sourire timide. Mais rien dans la suite de leur échange n'est cordial. Très vite, le secrétaire d'État américain recadre son homologue russe vis-à-vis de l'Ukraine. Nous sommes profondément préoccupés par les plans de la Russie en vue d'une nouvelle agression contre l'Ukraine. Si la Russie décide de poursuivre la confrontation, alors il y aura de graves conséquences. Un avertissement sans équivoque alors que sur le terrain, Moscou multiplierait les provocations le long de sa frontière avec l'Ukraine. Selon Kiev, près de 100 000 soldats russes sont désormais déployés ici, avec chars d'assaut et artillerie lourde. Une activité suspecte dénoncée depuis des semaines par les Occidentaux qui redoutent une invasion imminente. Simple exercice militaire, rétorque le Kremlin. Une réponse aussi à la présence de l'OTAN à ses frontières. Les infrastructures de l'Alliance Atlantique se rapprochent de manière irresponsable des frontières russes. Le scénario cauchemardesque d'une confrontation militaire est de retour. Mais pour Washington, c'est à la Russie de prendre des mesures de désescalade. Moscou, de son côté, demande des garanties sécuritaires. Depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, l'Est de l'Ukraine est le théâtre d'une guerre entre Kiev et les séparatistes pro-russes. Régulièrement, des épisodes de tension comme celui-ci éclatent. Le chef de la diplomatie américaine n'exclut pas la possibilité d'un contact direct entre Joe Biden et Vladimir Poutine dans les prochains jours. Kiev appelle ses alliés à rejeter les exigences de Moscou pour apaiser les tensions aux frontières ukrainiennes. Comment les habitants vivent-ils ce bras de fer entre Kiev et Moscou et ce conflit dans le Donbass? Une haute responsable américaine appelle à un cessez-le-feu complet pour Noël. Les précisions de notre envoyé spécial Gulliver Krag dans le Donbass. Ici, à Avdiivka, les gens disent qu'ils ont l'impression que cette année, il y a plus de combats peut-être que l'année dernière. Ça, c'est pour la plupart. Mais en fait, les gens à qui on a parlé ne sont pas exactement sûrs si c'est pire cette année que l'année dernière. Plus généralement, sur la ligne de front, on a l'impression que depuis le printemps de cette année, les combats s'intensifient. Et du coup, bien sûr, les gens sont inquiets. Mais les gens dans le Donbass, depuis 7 ans maintenant, ils vivent dans cette tension permanente. Il y a des combats, il y a des périodes un peu plus calmes, il y a des périodes un peu plus intenses, il y a des périodes où il y a
beaucoup de spéculations dans les médias sur la possibilité d'une éventuelle réinvasion, si vous voulez, par la Russie de cette région. Et les gens n'ont pas envie d'y penser. Ils n'ont pas envie vraiment de rentrer dans ces spéculations. Ça, c'est vraiment la réponse qu'on reçoit de la plupart des gens à qui on parle ici. On n'a pas envie d'y penser, on n'a pas envie d'y croire. Ils aimeraient que tout cela finisse et qu'ils aient de nouveau accès à Donetsk, où beaucoup de gens qui habitent ici ont de la famille, ont des amis et où ils n'ont pas accès pour le moment, mais ils n'ont pas vraiment espoir que cela advienne bientôt. Mais on n'a pas l'impression non plus qu'ils vivent vraiment dans la peur que quelque chose de pire arrive bientôt, mais c'est peut-être juste parce qu'ils n'ont plus vraiment la force mentale de s'adresser à cette question que arrivera. C'est la réponse qu'on reçoit de la plupart des personnes à qui on parle. Les adieux de la chancelière Angela Merkel, dont la popularité reste intacte en Allemagne. Lors de la cérémonie organisée à Berlin pour son départ, la chancelière a souhaité donner l'image d'une transition apaisée avec son successeur du SPD, le social-démocrate Olaf Scholz. Après 16 ans de règne, la fille de pasteurs protestants venus de l'ancienne RDA a fait jouer par l'orchestre de la Bundeswehr le tube de la chanteuse de punk est-allemande Nina Hagen. Amine Baba Essa nous en dit plus. La fanfare de la Bundeswehr interprétant un tube de la diva punk Nina Hagen. Voilà la bande-son choisie par Angela Merkel pour faire ses adieux aux forces armées allemandes. Visiblement émue, la chancelière expliquait un peu plus tôt ce jeudi ce choix surprenant. La chanson a été un moment fort de ma jeunesse. Elle vient également d'Allemagne de l'Est et par coïncidence, elle est toujours jouée dans une région qui était ma circonscription, donc tout colle. Dans ce tube des années 70, Du hast den Farbfilm vergessen, l'interprète reproche à son amant d'avoir oublié la pellicule couleur pour les photos de vacances. Des vacances qui sont peut-être dans un coin de tête d'Angela Merkel. Les 16 années passées en tant que chancelière fédérale ont été riches en événements et souvent très éprouvantes. Elles ont été exigeantes sur le plan politique et humain, mais en même temps, elles m'ont toujours comblée. Des adieux étonnants, empreints de nostalgie. Dans quelques jours, l'Allemagne tournera la page des années Merkel. Le social-démocrate Olaf Scholz prendra le relais à la mi-décembre.